Salut tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument crucial pour tout développeur en devenir, la fiabilisation et le débogage des scripts Python. On a tous connu cette situation où notre code plante à la moindre petite erreur, n'est-ce pas? Eh bien, l'objectif de cette analyse, basée directement sur le programme de NSI, c'est de vous donner les clés pour transformer ces scripts fragiles en véritables forteresses. L'idée, c'est vraiment de passer du stade de débutant qui croise les doigts pour que ça marche, à celui de programmeur méthodique qui anticipe tout. Allez, c'est parti! Voici notre plan de match. On va commencer par documenter pour la clarté. Ensuite, on verra comment tester et valider le code. On fera un petit détour par l'importation de modules avant de s'attaquer aux gros morceaux, maîtriser les exceptions. Enfin, on va sécuriser les saisie utilisateurs pour terminer sur un bon vieux bilan des familles. Première étape de notre parcours, le numéro 1, documenter pour la clarté. Avant même de vouloir corriger ou sécuriser quoi que ce soit, il faut que le code soit limpide. Et c'est là qu'intervient la docstring. Imaginez que c'est le mode d'emploi intégré de votre fonction. On la place juste après l'entête, par exemple pour une fonction qui calcule une factorielle. Elle va tout nous dire. À quoi sert la fonction, quels sont les paramètres attendus, ce qu'elle renvoie et dans quelles conditions l'utiliser. Le petit truc en plus, on y glisse souvent des exemples avec 3 chevrons pour montrer comment elle s'utilise en direct. Et le plus beau, c'est qu'avec un simple appel à la commande help, n'importe qui peut lire ce mode d'emploi. C'est littéralement la fondation d'un code propre. On passe à la section 2, tester et valider le code. Bon, la docstring, c'est super, mais comment on s'assure que notre code fait bien ce qu'on lui a promis de faire? C'est le boulot de l'instruction assert. C'est un outil de test génial parce qu'il est binaire. On lui donne une expression booléenne. Si le test réussit, par exemple, on vérifie que le carré de 5 donne bien 25, il ne dit absolument rien, le programme continue. Par contre, si ça rate, bam, il déclenche une assertion error et arrête tout. Quand on code une division euclidienne, par exemple, on l'utilise pour vérifier les cas ordinaires, les limites et les cas complètement absurdes. Petit conseil de pro au passage, pour lancer ces tests uniquement quand on exécute le fichier directement, on les place sous la condition ifName égale main. Maintenant, on a 2 façons d'aborder les tests. D'un côté, on vient de le voir, on a nos fameuses asserts qu'on tape manuellement dans le script. Et de l'autre, on a la magie du module doctest. Vous vous souvenez des exemples avec les chevrons dans notre docstring? Eh bien, si on importe doctest et qu'on lance la commande testmode, le système va automatiquement lire la docstring, exécuter vos exemples et vérifier que ça correspond au résultat attendu. Si on active l'option verbose égale true, on obtient même un rapport ultra détaillé de chaque réussite ou échec. C'est l'automatisation dans toute sa splendeur. Tout ça nous amène à la notion de contrat pour nos fonctions, les préconditions et les post-conditions. Disons qu'on crée une fonction pour calculer une racine carrée. Avant même d'appeler la fonction mathématique, il y a une précondition évidente. Notre nombre x doit être supérieur ou égal à 0, sinon ça plante. On va donc mettre un assert pour vérifier ça avant le traitement. Ensuite, une fois le calcul fait, on vérifie la post-condition, c'est-à-dire le résultat de notre fonction. On peut s'assurer par exemple que le résultat qu'on a obtenu, mis au carré, nous redonne bien notre x de départ. Ajouter des petits messages d'erreur à ces assertions, ça change la vie au moment de débugger, croyez-moi. Troisième étape logique, on va voir comment importer les modules utiles. En Python, on déteste réinventer la roue, alors on utilise des modules, qui sont de super boîtes à outils déjà prêtes. Mais attention à la syntaxe, si on fait un simple import mat, à chaque fois qu'on voudra une racine carrée, il faudra écrire le nom complet, mat.sqrt. Si on sait qu'on a besoin que de la racine carrée, on écrit plutôt from mat import sqrt. Comme ça, on tape juste sqrt dans le code. On peut même utiliser un petit surnom avec import mat as m. C'est pareil pour le hasard avec le module random. On utilise randint pour des nombres entiers avec les bornes incluses et randrange quand la borne de fin est exclue. Petite remarque, on évite souvent le import étoile qui importe tout en vrac, car ça rend le code beaucoup moins lisible. Allez, on attaque la 4e partie, un vrai tournant, maîtriser les exceptions Python. Alors, qu'est-ce qu'une exception? Imaginez, votre code tourne à merveille, tout semble parfait. Et soudainement, une opération comme diviser 1 par 0 arrive. C'est une erreur d'exécution. Python va immédiatement lever une Zero Division Error et stopper le programme net. Contrairement à une erreur de syntaxe ou un échec d'assertion qu'on a codé nous-mêmes, l'exception fiche tout brutalement si on n'a rien prévu pour la rattraper. Ça nous amène à une situation très concrète de la vraie vie. On demande à l'utilisateur de taper son année de naissance. Mais que se passe-t-il s'il décide de taper son prénom à la place? Impossible de convertir une lettre en nombre. Espérer très fort que les gens vont toujours taper les bonnes données, ce n'est pas une stratégie de développement viable. Il nous faut un plan B. Et ce plan B, c'est le fameux bloc try except. L'idée est brillante de simplicité. On place la ligne risquée, par exemple la conversion de notre année, dans le bloc try. On dit à Python, essaye de faire ça. Si ça marche, super. Mais si une erreur survient, au lieu de planter la machine,
le code dévie tranquillement vers le bloc except. On capture l'erreur en vol. Par contre, attention, on ne capture pas n'importe quoi. On cible précisément l'erreur attendue, ici une value error, pour afficher un message clair à l'utilisateur. Le plus fort, c'est qu'on peut gérer toute une cascade d'erreurs différentes. Reprenons notre programme de division. On peut aligner un except value error si l'utilisateur a tapé du texte, suivi d'un except 0 division error s'il a eu la drôle d'idée de diviser par 0, et on a même 2 outils supplémentaires, le bloc else, qui ne s'exécute que si tout s'est bien passé sans aucune exception, parfait pour afficher le résultat final, et le bloc finally, le rock absolu, lui, il s'exécutera toujours à la fin, qu'il y ait eu un succès ou un crash retentissant, ce qui est super pratique pour fermer un fichier ou nettoyer derrière soi. Jusqu'ici, on rattrapait des exceptions générées par le système. Mais on peut aussi les lancer nous-mêmes pour imposer nos propres règles, avec le mot-clé raise. Si un utilisateur tape une année numérique, non, pas d'erreur système, mais qu'il tape une année négative, c'est absurde. On peut alors forcer le déclenchement d'une erreur avec raise value error, en y associant notre propre message. Plus tard, quand le bloc except va capturer cette erreur, la petite syntaxe as-e permettra de récupérer ce message précis. On prend littéralement le contrôle total des erreurs. Ce qui nous mène naturellement à notre 5e partie, sécuriser les saisies utilisateurs de A à Z. Voici la méthode ultime en 6 étapes pour créer un script que même l'utilisateur le plus maladroit ne pourra pas faire planter, comme pour un calcul de racine carrée sécurisé. Étape 1, on ouvre une boucle infinie, while true. Étape 2, on demande la saisie. Étape 3, on essaie la conversion dans un bloc try. Étape 4, on gère les éventuelles erreurs avec un except. Et c'est là que la boucle prend tout son sens. S'il y a une erreur, on affiche un petit mot et la boucle recommence d'elle-même. Étape 5, si le try a fonctionné, on affiche notre résultat. Et enfin, étape 6, absolument cruciale, on place un break pour casser la boucle. Ce break ne doit s'exécuter que si la saisie est valide, sinon notre boucle de sécurité ne servirait strictement à rien. Et nous voilà déjà à la dernière étape, le bilan et les méthodes essentielles. Si on récapitule vos futures évaluations ou projets, par exemple sur une fonction qui multiplie par 2 ou fait la somme de carrés, la méthode est la même. Vous devez systématiquement savoir rédiger une belle docstring, choisir les bons tests avec assert, identifier les préconditions et post-conditions évidentes, importer ce qu'il vous faut intelligemment et construire vos blocs try except de manière chirurgicale, sans cibler trop large pour ne pas masquer de vrais bugs inattendus. Petit tir groupé des mots-clés à retenir par cœur pour l'ANSI. La docstring pour le manuel, assert et doctest pour l'exigence de résultats, les pré- et post-conditions pour verrouiller le périmètre de la fonction, les importations pour s'équiper, et notre grande équipe de sécurité, try pour tenter le coup, except pour parer les coups, else pour fêter la victoire, finally pour balayer à la fin, raise pour donner l'alerte soi-même et break pour sortir d'une boucle gagnante. On est bien loin du petit bout de code qui plante au premier coup de vent. Un programme moderne ne se contente plus de fonctionner dans un monde idéal. Il s'adapte, il observe et surtout, il se défend face aux erreurs extérieures. C'est une vraie logique de résilience. Alors avec tous ces nouveaux outils d'autodéfense dans votre arsenal, posez-vous la question, à quoi va ressembler l'architecture de votre tout prochain script Python? Pensez-y. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette explication et à très vite pour de nouvelles découvertes.